Cette vidéo est la cinquième d'une série consacrée au chapitre d'économie intitulé Qu'est-ce que la monnaie et comment est-elle créée? Et elle vise à répondre plus précisément à la seconde des deux questions posées en titre de ce chapitre, comment la monnaie est-elle créée? Cette cinquième leçon, elle ambitionne de fait d'enrichir le traitement du deuxième objectif d'apprentissage qui nous est assigné par le programme. Comprendre comment le crédit bancaire contribue à la création bancaire à partir du bilan simplifié d'une entreprise ou de celui d'une banque. Encore une fois, nous ne pouvons que constater que le programme souffre d'un problème de construction. En effet, l'objectif d'apprentissage suivant, le numéro 3, il nous demande de traiter le rôle de la Banque centrale. Or, la Banque centrale intervient sur ce qu'on va présenter comme étant le marché interbancaire et la compréhension de ce marché interbancaire, elle ne peut être introduite que dans le cadre de la présentation d'un système à plusieurs banques et plusieurs agents économiques. Il n'est donc pas possible de se contenter de l'objectif d'apprentissage numéro 2, de se contenter de présenter la création monétaire dans un schéma à une banque et une entreprise pour comprendre, pour aborder l'objectif d'apprentissage numéro 3. Tout ceci, je vous l'explicite comme d'habitude, non pour me plaindre, mais pour que vous preniez conscience du fait que le contenu de cette cinquième leçon, il est décisif pour comprendre ce qui va suivre, mais que, et c'est aberrant, je le reconnais, vous ne pourrez pas être interrogé sur ce contenu, car il ne constitue pas un objectif d'apprentissage du programme à proprement parler. La création monétaire, dans un schéma à un agent emprunteur et une banque, vous connaissez. Passons donc à une situation plus complexe et faisons un pas supplémentaire vers ce qui se produit dans la réalité, dans les faits. Imaginez que vous soyez la personne de référence d'un ménage que nous nommerons X. Les canalisations de votre appartement explosent. Il vous faut les réparer immédiatement. Monsieur Y de la plomberie Y vient réaliser un devis et le verdict tombe. La réparation vous coûtera 5 000 €. Or, il se trouve que vous n'avez pas 5 000 € devant vous. Heureusement, vous avez une banque compréhensive, la banque Viva SES, une banque qui vous octroie un crédit de 5 000 €. Voilà comment se décompose l'opération à son commencement. Plus 5 000 € à l'actif et au passif de votre ménage, puis plus 5 000 € à l'actif et au passif de la banque Viva SES, et dans cette opération, il y a création monétaire. Puis la plomberie Y intervient dans votre appartement, et une fois les travaux réalisés, vous devez lui verser les 5 000 € dus. Cette somme, elle est déposée sur le compte que détient la plomberie Y dans une autre banque que la vôtre, la banque Super SES. La suite des opérations se déroule ainsi. Plus 5 000 € qui correspondent à votre paiement, plus 5 000 € à l'actif de la plomberie Y, moins 5 000 € à l'actif du ménage X, de la famille X, la vôtre, et également plus 5 000 € au passif de la banque Super SES. C'est la banque, je le rappelle, la banque de la plomberie Y. Pourquoi cette inscription de 5 000 € au passif de la banque Super SES? Tout simplement parce que la plomberie Y a déposé l'argent, le stock de monnaie, qui correspond à votre paiement sur son compte à la banque Super SES. Nous constatons que dans ce schéma, la banque qui a créé la monnaie, Viva SES, n'est pas la banque qui reçoit le dépôt final de la monnaie créée. C'est Super SES qui reçoit cette monnaie. Et dans la réalité, c'est exactement ce qui se construit par les octrois de crédit et les jeux d'écriture entre livres de compte des banques que ces crédits engendrent. Tout ceci consiste en un entrelac de flux de monnaie entre des banques qui voient la monnaie qu'elles ont elles-mêmes créée être déposée dans d'autres banques et inversement, des banques qui reçoivent des dépôts de stock de monnaie qu'elles n'ont pas créés. La réalité du processus de création monétaire par le crédit bancaire, c'est ce schéma avec N banques et X agents économiques, le X se comptant en millions et le N en dizaines au moins pour ce qui est de la seule économie française. Tout cela mène à la situation suivante. Toutes les banques d'une économie sont en permanence
débitrices et créditrices vis-à-vis des autres banques. En permanence, les banques commerciales doivent des stocks de monnaie à d'autres banques et d'autres banques leur doivent des stocks de monnaie. Revenons à notre situation. La banque Viva SES doit 5 000 € à la banque Super SES. Vous allez me dire, c'est vrai, mais c'est pas grave, car le ménage X, il doit bien rembourser 5 000 € à Viva SES. D'accord, mais le remboursement du crédit, il n'est pas immédiat. Il est tout à fait possible que, en tant que personne de référence de ce ménage X, vous ayez souscrit votre crédit de 5 000 € sur 2 ans, par exemple. Et vous constatez avec moi qu'un problème se pose. La banque Super SES, elle ne peut attendre 2 ans que la banque Viva SES lui donne les 5 000 € que vous allez vous-même rembourser. Car si la plomberie Y veut dépenser immédiatement les 5 000 € gagnés par les travaux de réparation, elle en a pleinement le droit. Et Super SES doit lui fournir la somme qu'elle a déposée chez elle. Donc Viva SES doit transmettre immédiatement les 5 000 € à Super SES. Et pour ce faire, Viva SES emprunte des liquidités auprès d'autres banques. Elle se refinance, dit-on. Et c'est cette opération que nous expliquons maintenant. Nous avons dit tout à l'heure que toutes les banques d'une économie sont en permanence débitrices et créditrices ou créditrices les unes des autres. Eh bien, les banques débitrices et les banques créditrices, elles se rencontrent sur un marché où les besoins rencontrent les capacités. Cela doit faire écho chez vous à ce marché fictif dont nous avons déjà parlé, le marché des fonds prêtables où se rencontraient, souvenez-vous, en théorie, où se rencontraient agents à besoin de financement et agents à capacité de financement. Pour ce qui est des banques, on ne parle pas de financement, les banques n'ont pas besoin de capitaux sur le long terme, les banques débitrices n'ont pas besoin qu'on leur prête 1 milliard d'euros sur 20 ans, elles ont besoin d'1 milliard d'euros maintenant, et somme qu'elles pourront rembourser très rapidement. Les capitaux dont nous parlons sont donc des capitaux prêtés à court, voire très court terme. Et le marché des capitaux à court et très court terme, nous l'appelons le marché monétaire. Le marché financier, il se distingue du marché monétaire. Le marché financier, lui, c'est le marché pour les capitaux de moyen et long terme. Ce n'est pas de lui dont nous parlons. Le marché monétaire, lui, c'est le marché des capitaux de court et très court terme. Dans le langage de l'économie, ces capitaux prêtés à court, voire très court terme, sur le marché monétaire, nous les appelons des liquidités. Et nous disons couramment que les banques sont en excédent ou en déficit de liquidité. Je rassemble donc les éléments précédents et je constitue une définition très simple à retenir du marché monétaire. Le marché monétaire désigne donc le marché des capitaux de court et très court terme sur lequel se rencontrent les agents en excédent et les agents en déficit de liquidité. Nous allons nous intéresser à un compartiment de ce marché monétaire, un compartiment qu'on appelle le marché interbancaire. Vous voyez que à gauche du schéma, je mets entre parenthèses, je n'aborde pas l'autre compartiment du marché monétaire qu'on appelle le marché des titres de créances négociables. C'est hors programme. Le marché interbancaire, en revanche, il faut le connaître et savoir le définir. Le marché interbancaire, c'est le marché des capitaux prêtés à court terme, voire très court terme, sur lequel les banques en déficit de liquidité se refinancent auprès des banques en excédent de liquidité. Deux questions surgissent là. Qu'est-ce que le court terme, voire le très court terme dont nous parlons? Eh bien, quelques heures, quelques jours, quelques semaines tout au plus. Allô, Jean-Michel de la Banque Postale, ici Jacqueline Martine de la Banque Populaire Caisse d'Épargne. J'ai vu que tu avais 170 millions d'euros d'excédent. Est-ce que je peux te les emprunter jusqu'à demain 8 heures? Cette scène, elle est fictive, mais elle doit vous aider à comprendre ce qui se passe. Bon, oubliez-la rapidement, car nous allons découvrir rapidement que les échanges entre banques se déroulent très différemment dans la réalité. La seconde question qui émerge quand on a présenté ce schéma de refinancement des banques, c'est en quoi consiste précisément l'action de refinancement? Eh bien, se refinancer, c'est tout simplement aller chercher
des liquidités qui nous manquent en tant qu'établissement bancaire. Et c'est ce que fait Viva SES. Viva SES doit, je le rappelle, 5 000 € à son homologue Super SES. Imaginons qu'elle ne dispose pas de ce stock de monnaie en réserve, eh bien elle doit donc l'acquérir auprès d'une banque qui dispose d'un excédent de monnaie, d'un excédent de liquidité. Ces liquidités, ces stocks de monnaie, ils sont échangés sur le marché interbancaire. Et vous vous en doutez, il ne s'agit pas de dons. Les banques sont des entreprises, pas des organisations philanthropiques. Les banques se prêtent donc des liquidités via le marché interbancaire. Voici l'offre de liquidité qui émane des banques en excédent de liquidité, et voici la demande de liquidité qui émane cette fois-ci des banques en déficit. Au croisement de l'offre et de la demande, le prix de ces liquidités et le taux d'intérêt du marché interbancaire, le taux auquel les banques en excédent prêtent aux banques en déficit. Mais comment se réalisent les transferts de liquidités dont nous parlons? Des fourgons blindés, des entreprises de convoyage de fonds effectuent-elles des allers-retours incessants entre les salles de coffre des banques commerciales pour échanger des tonnes de billets en fonction des positions de déficit ou d'excédent de liquidité des établissements bancaires? Bien évidemment que non. Tout cela s'effectue par le biais de jeux d'écriture dont vous êtes désormais familiers. Ces jeux d'écriture, ils opèrent dans les livres de compte, d'une banque très particulière que vous connaissez aussi, la banque des banques, la banque centrale. Et, fait extraordinaire, mes petits canards, preuve ultime qu'amour, gloire et SES nous sont promis, mes pangolins chéris, le rôle de la banque centrale dans le processus de création monétaire est justement au programme de la prochaine vidéo que vous allez dévorer. En attendant, stabilisons nos akijaki et à l'issue de cette leçon, sachez que vous devez être capable de comprendre que le processus de création monétaire opère dans un système à multiples banques et multiples agents économiques. Vous devez également comprendre, sans avoir à le réexpliquer, que toutes les banques d'une économie sont toujours débitrices ou créditrices des autres banques. Comprendre toujours sans avoir à le réexpliquer que les déficits et les excédents de liquidité dans le système bancaire se rencontrent sur un compartiment du marché monétaire qu'on appelle le marché interbancaire. Et vous devez enfin savoir définir pour vous, sans avoir à retenir ces définitions pour les devoirs type bac, savoir définir les notions de refinancement, de marché interbancaire, de marché monétaire, et enfin savoir compléter un graphique de représentation du marché interbancaire avec offre, demande de liquidité, prix d'équilibre de ce marché, prix d'équilibre qu'on nomme taux d'intérêt du marché interbancaire.